action. T'as de beaux yeux, mais tu sais ce qui compte, c'est aussi les oreilles. Vive la radio du cinéma! De temps en temps, à la radio du cinéma, on fait un petit pas sur le côté pour découvrir des talents un peu périphériques au monde du cinéma. Je me trouve actuellement dans un salon qui est en plein centre de Paris, dans le quartier du Marais, un salon qui révèle les savoir-faire et les métiers d'art d'exception. Et j'ai le privilège de rencontrer Muriel Pénicaud. Alors c'est peut-être un nom qui sonne aux oreilles des auditeurs de la radio du cinéma, puisque Muriel Pénicaud a eu une première carrière professionnelle, et pas des moindres. Muriel Pénicaud, en fait, elle a été ministre du Travail de 2017 à 2020. Muriel, bonjour et bienvenue à la radio du cinéma. Bonjour. Alors je suis très honoré de vous accueillir en fait, et nos auditeurs également. Vous avez, et ça c'est extraordinaire, et vous allez prendre le temps de nous expliquer en détail ce revirement de situation, ou en tout cas cette expérience professionnelle très différente. Vous avez donc une carrière dans la vie professionnelle de mémoire dans la société Danone. On va brièvement évoquer ce passage de votre vie. Et puis le monde de la politique vous a tendu la main, vous avez eu un parcours extrêmement brillant, et on tient à le souligner évidemment. Et puis en fait, s'ouvre à vous le monde artistique. Et là, on se trouve dans un endroit en fait où vous allez exposer une très belle exposition de photographie qui fait écho à un livre. Et je crois d'ailleurs que c'est le premier, un livre d'art qui consacre votre travail de manière un petit peu générique, puisqu'en fait, ça ouvre un petit peu le champ des possibles sur pas mal de domaines qui vous sont chers dans la photographie. Muriel, je vous demande de nous expliquer énormément de choses sur vous parce que vous en avez plein à expliquer. Soyez la bienvenue à la radio du cinéma. Merci David. Alors Muriel, ça démarre comment ça ? Ça commence... Alors on va brièvement expliquer quand même votre parcours d'avant. Oui. Donc qu'est-ce que vous avez fait avant de vous intéresser au milieu de l'art ? J'imagine que tout ça a toujours été un petit peu en parallèle. Ça a toujours été en on parallèle, mais depuis mes 11 ans, mon premier appareil photo, mais ça a été en sous-bassement. Et oui, dans ma vie professionnelle, j'ai créé et dirigé plusieurs associations pour l'insertion des jeunes. J'ai été directrice générale des ressources humaines du groupe Danone. J'ai été 2 fois ambassadrice. J'ai été ministre. Qui sont des postes à responsabilité, ministre du Travail. Mais il y avait toujours cette envie sous-jacente de faire de la photo. J'ai fait, comme tout le monde, des photos qui n'en sont et n'en sont pas pendant longtemps. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis dit, bon là, maintenant, c'est trop important pour moi. C'est existentiel. Et donc, je m'autorise vraiment à faire de la photo. Et j'ai fait mes premières expositions début 2017. À Paris, à Tokyo, à Pékin, tout de suite. Et je suis devenue ministre. Et là, on m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête pendant que j'étais ministre. Donc je sors d'une longue apnée. Vraiment, on vous a imposé d'arrêter d'exposer. Et c'est odieux. Bon, voilà. Et donc j'ai été en apnée pendant ces dernières années comme ministre et ambassadrice, où ça avait par contre un sens énorme dans mes engagements sur le social, l'économique dans le pays, et qu'est-ce qu'on peut transformer, et qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer dans la vie des gens. Donc ça avait du sens, mais cette partie-là est sous le boisseau, et donc depuis un an, et ben voilà, je fais mon coming out photo comme photographe avec voilà, déjà une exposition début d'année, 2 expositions là, et puis pour des chéris, Barcelone qui arrive après, voilà. Et un très beau livre, je l'espère, grâce aux éditions Skira. Alors, pour bien comprendre en fait ce changement, cette réorientation, on va dire, professionnelle, puisque désormais j'imagine que vous êtes à 100% dédié au monde artistique. Non, je continue à avoir des activités dans le domaine social-économique. J'ai, il y a 10 ans, créé une fondation que je préside où on aide des artistes émergents qui n'ont pas les premiers argent pour un premier court-métrage. Il y a quand même un lien avec le monde artistique. Il y a toujours eu un lien avec le monde artistique. Et puis... j'ai aussi des activités dans le monde économique et je fais beaucoup de conférences sur le futur du travail, mais je prépare aussi un roman graphique. Voilà, il y a différentes formes. Donc pour moi, je ne dissocie pas les deux parce que mon engagement dans la société, c'est ce qui m'a fait aussi voyager toute ma vie, rencontrer des gens de tous les milieux sociaux, de tous les pays, enfin beaucoup de pays. C'est quelque chose où je suis plutôt dans l'action et ça me nourrit. Mais ma part plus contemplative ou sensible, c'est dans la photo et aussi un peu dans l'écriture. C'est dans la photo que je peux l'exprimer, la partager.
Et donc, voilà, je rééquilibre le yin et le yang, on va dire. Voilà. Alors Muriel, je vais être très clair avec vous. En fait, j'ai eu le privilège de voir un peu les photos avant tout le monde. Et je dois avouer en fait que j'ai été sous le charme de votre travail. Primo parce qu'il y a un regard qui est porté sur un certain nombre de situations. On peut préciser quelques thèmes abordés. Vous portez un regard sur les oiseaux. Il faut préciser que la quasi-totalité de votre travail est en noir et blanc. Absolument. Vous faites appel à des gens pour faire des tirages, pour faire... Alors, vous avez créé une équipe autour de vous, J'ai quelqu'un qui m'aide pour les expositions, à l'organisation, et puis j'ai un fabuleux tireur on peut le mettre à l'honneur, qui est Jamesville, Art Photo Lab, et qui travaille notamment en noir et blanc. On fait des tirages en piézographie. Pour moi, ça a été une révélation. Alors, parce on peut expliquer un petit peu la technique, voilà, parce que c'est un peu spécifique. C'est un peu spécifique, peu de gens le font. C'est tirage à partir de techniques qui utilisent le charbon. C'est écolo. Il faut préciser que Jamesville, alors je dois préciser qu'en dehors de la radio, je suis aussi photographe, et donc Jamesville fait référence en piézographie en France. Donc effectivement, c'est lui qui fait les tirages. Ce sont ce qu'on appelle des tirages au charbon, en fait. Et il y a des noirs d'une profondeur absolue. De profondeur et de nuances. Et des nuances de gris qui sont absolument sublimissimes. Deux des photos, dont une photo qui a été primée au concours mondial de Alors ça, c'est très important de faire la lumière sur ça. Eh bien, j'aurais pas pu la tirer sans quelqu'un comme James. Alors, on va repréciser ce prix parce que j'avoue que je ne le connaissais pas et c'est important de le mettre en évidence. Alors, Julia Margaret Cameron, c'est une Anglaise en 1850 qui a créé l'art du portrait en photo. D'accord. Et du coup, il a été créé il y a une vingtaine d'années un concours qui s'appelle le Julia Margaret Cameron Awards, qui est un concours mondial pour les femmes photographes. Et une immense surprise, je viens de gagner le premier prix en 2024. Chaque année, donc. Chaque année. Félicitations. Voilà, et ça m'a beaucoup touché, mais vous voyez le lien. Je pense qu'il y a un vrai binôme entre le photographe et vos causes politiques et finalement votre art de vivre s'intègre avec tous ces éléments-là, quoi. Tout ça, mais je pense aussi beaucoup au travail d'équipe. La prise de vue, je dirais pas le mot solitaire, elle est personnelle. Mais après, tout le reste, c'est du travail en équipe, comme dans n'importe quel domaine, bien sûr. Qui fait la qualité. C'est pas le cas de tous les photographes, et franchement, c'est tout à votre honneur, Muriel, de mettre en lumière. Je voudrais saluer la maison d'édition Skira, parce que c'est pareil, on a le livre qui sort le 23 octobre, on l'a co-construit, ils ont un savoir-faire extraordinaire en scénographie, en impression, en mise en scène. J'avais mes idées, ils avaient les leurs, et ensemble on a co-construit. Là aussi, c'est très réjouissant qu'on fait un travail d'équipe, parce que ensemble on est meilleurs, quoi. Bien sûr. Alors on mettra le lien évidemment de ce livre parce que c'est une véritable réussite, je vous le confirme, j'ai la chance de l'avoir entre les mains au moment où on se parle, et c'est vrai qu'en fait l'impression est d'une grande qualité et elle révèle véritablement la finesse avec laquelle vous traitez le travail et la photographie en général. Alors, on peut aborder un peu vos thèmes de prédilection, puisqu'il y en a plusieurs et je trouve que vous êtes très à l'aise quel que soit le thème proposé, et ça je trouve que c'est assez rare et on doit absolument le souligner. Muriel, comment vous avez réussi à déclencher en fait la photographie en vous? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit « mais j'aime faire de la photo » ? Alors je pense que, encore une fois, c'est à 11 ans. C'est très jeune, donc. Très jeune, j'avais déjà perçu qu'il y avait l'inégalité homme-femme, que le monde était injuste. J'étais déjà très engagée là-dedans. Et je pense que, comme tous les enfants, on est sensible. Et quand on découvre l'injustice, la violence, mais aussi l'émerveillement, etc., pour moi, il a été important dès cet âge-là, et ça l'est autant aujourd'hui, de façon existentielle, de pouvoir partager, exprimer, apporter son regard et recevoir le regard des autres face à un monde qui est à la fois, comme je le disais, très, très violent, souvent chaotique, parfois absurde, mais en même temps qui est plein de capacités d'émerveillement. Donc la photo, pour moi, c'est ce lien-là, et ce que j'adore, c'est que ça amène des conversations différentes. Et j'adore parce que la photo, c'est universel, comme le cinéma, je pense et la musique. Je pense que c'est les trois domaines artistiques les plus universellement connus, reconnus, et où ça transcende les frontières. Et du coup, c'est merveilleux parce que les gens vous racontent des histoires sur vos photos, ils enrichissent finalement votre propre regard. Et moi, ça m'arrive tout le temps, les gens me racontent des histoires. Leur perception. J'aime dans mes photos raconter des histoires et les gens en racontent d'autres. Des perceptions, mais quelquefois, j'imagine que, et ça, c'est le bonheur, parce qu'une photo qui permet à quelqu'un de développer son imaginaire, ce jour-là, on est content.
On ressent la même chose dans le cinéma et la musique. C'est cette capacité de langage universel sous une allure simple, en tout cas simple d'accès. Donc c'est à la fois mon besoin existentiel, mais aussi un média qui me convient complètement parce qu'il permet ça. Et puis il y a le côté à l'instant, en 1/1000 de seconde, où on peut de temps en temps faire une photo qui va avoir un sens atemporel, qui évoque des choses profondes. 3 secondes d'éternité. Et ça, voilà, ça c'est magique quand même. Bien sûr. Alors, merci de nous partager votre passion avec autant d'émotion, ça fait chaud au cœur. Cette exposition, elle s'inscrit dans une série d'expositions que vous allez faire. Vous avez cité quelques noms de villes, des capitales européennes ou des grandes villes européennes, donc ça prend quand même une proportion plutôt intéressante pour vous. On sent aussi votre appétence pour... parce que j'imagine que dans votre emploi du temps, pour réaliser des photos comme ceci, d'abord ça vous impose de voyager régulièrement, puisqu'en fait dans les thématiques abordées, on n'est pas qu'en France. Il y a des pays, on voit ces visages d'enfants, j'imagine, qui ont été réalisés en Asie ou en tout cas dans ces régions du monde. Oui pour tout, sauf un mot. Ça ne m'impose pas. Oui. Moi, voyager m'est nécessaire. Bon. Pour faire mon voyage intérieur, j'ai besoin du voyage, de rencontrer les autres. Bien sûr. Et donc, dans ma vie professionnelle, vous avez été un peu moins communiste, mais tout le reste de mon activité a été à l'international. Donc, et je continue à voyager. Et oui, ça me ça fait nourrit. Partie de votre ADN. Ça fait partie de qui je suis. Enfin, moi, je crois beaucoup qu'on est citoyen du monde et que ça passe par des rencontres. Bien sûr. Et donc, effectivement, plus de la moitié des photos n'ont pas été prises en France. Mais il y en a aussi en France. C'est aussi un voyage, de voyager dans son pays. Et donc, effectivement, et c'est aussi pour ça, je pense, que les expositions... Là, j'ai fait au mois de février une grande exposition à Paris, au Collège des Bernardins, 40 photos dans la Grande Nef. Là, je suis ravie d'être au FAFCEA parce que c'est extraordinaire. Je suis avec des artisans d'art d'excellence. Voilà, on peut préciser la thématique. Thématique de cet événement. Donc en fait, c'est sur plusieurs étages. Oui. C'est un peu le showroom en fait de l'artisanat d'art en France. D'excellence. Alors vous avez joaillerie, plumassier. Et toutes les thématiques sont abordées. Voilà. Et pour vous, en fait, c'est quand même une forme de consécration que d'appartenir à ce groupe de gens sélectionnés. C'est un rendez-vous qui a lieu annuellement. Et le fait est, c'est que les gens qui sont présents. C'est entrée libre. Voilà. Donc on peut inviter les gens. Malheureusement, cet audio passera après l'événement, mais d'une année sur l'autre, c'est récurrent. Et on peut y apprécier évidemment des talents de très très grand niveau. Et effectivement, il y a un vrai travail qui est fait, quel que soit le thème abordé. Tout à fait, il y a des choses vraiment merveilleuses et à partir du 21 octobre jusqu'au 5 décembre, j'expose au Club Houillard à Paris. Très bien, que je connais bien, juste en face du Bristol, de l'hôtel Bristol. Et après, à Pondichéry, j'ai 2 expositions qui démarrent en janvier et février en Inde. D'accord. 2 expositions de 3 semaines sur 2 thèmes différents. Et après, c'est Barcelone, parce qu'avec le prix que j'ai gagné, j'ai un mois d'exposition. On essaiera de mettre ces liens à la fin de l'audio, comme ça en fait les gens pourront vous suivre. J'imagine que vous avez une page internet ou un Instagram, quelque chose. Il y a un Instagram. Voilà, on mettra tous ces liens pour que les gens puissent s'imprégner un peu plus de votre travail. J'aimerais qu'on rentre un peu plus et dans la technique et en fait finalement que vous nous donniez un petit peu la main quand vous êtes en prise de vue, que vous nous expliquiez en fait à quel moment vous commencez finalement la création, de quelle manière elle se matérialise, parce que j'imagine que le matériel que vous utilisez pour faire ces prises de vue, c'est du matériel assez performant. On peut citer les marques, etc. J'ai un Leica, j'ai un Sony Alpha, et avant je travaillais avec Nikon. Quel modèle? Un monochrome? Non pas un monochrome, un Q4 ou un Q3 il a 15 ans, c'est pas très bien. pas dernier. M quelque chose alors, d'accord. Il faut préciser pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, donc la technologie Leica, donc c'est ce qu'on appelle la visée télémétrique, c'est-à-dire qu'en fait c'est un appareil qui fait absolument pas de bruit, et en manipulant un tout petit peu l'objectif, il y a 2 images qui se superposent dans le viseur, et ça veut dire que la photo elle est nette. C'est important parce que c'est les inventeurs de ce process. Le Sony Alpha, c'est l'inverse, c'est le numérique plus. Alors après, moi, avec les appareils numériques, je travaille en manuel. Ah, très bien. Comme moi. Parce que, si je ne peux pas piloter ma lumière, si j'ai que le cadrage, en gros, à piloter, je ne le pilote pas, la lumière, et vous voulez être maître de toutes vos prises de vue. Sinon, ça n'est pas... c'est très logique. Bon. Mais c'est quand même un matériel très intéressant. Ce langage professionnel, en fait, vous l'avez acquis de quelle manière? Vous avez fait des formations? J'ai fait une fois un stage
il y a 12 ans dans les rencontres d'Arles de 4 jours. Voilà, c'est toute ma formation. Le reste, c'est on peut citer la personne que vous avez... vous vous rappelez plus. Bon, en tout cas, Arles étant un peu la Mecque de la photographie d'art en France. J'ai fait ce stage-là. Et je me rappelle par contre qu'il m'avait donné un conseil formidable. On était en train de photographier des jeunes qui étaient en train de plonger dans le Rhône. Et tout d'un coup, il me dit tu es en train de regarder devant toi, mais tu vois au mieux à 120 degrés. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas derrière toi que c'est le plus intéressant? Eh bien, ce conseil, c'est tout ce que je retiens de ce stage, c'est génial. Je le fais un nombre de fois. Et une fois sur 3, c'est au moins aussi intéressant derrière. Et ça, je trouve que c'est même philosophique. Dans la vie, on ne voit que ce qu'on regarde. Bien sûr. Eh bien, il faut se tourner pour voir à 360. Ça, c'est un très joli message et merci pour comme disent les Anglais, pour ce tips. Voilà, donc ça... alors Muriel, donc quand vous êtes en prise de vue, donc vous vous déplacez léger avec beaucoup de matériel? Léger. Comment vous fonctionnez? Très vous léger. Avez un petit sac à dos? Alors il y a deux types de prises de vue différents. Si je vais faire la photographie d'oiseaux migrateurs, là, il faut un télé quand même. Important, bien mais sûr. Un télé, pour préciser un peu les choses, c'est un objectif avec une focale un peu plus longue. À 300, je ne vais pas à 800, parce que je ne veux pas de pied. D'accord. Et je fais tout à main levée. D'accord. Les oiseaux 300, en vol. c'est une focale qu'on peut apercevoir au bord des stades de foot ou de rugby, qui commence à être un peu plus grande. Mais beaucoup, dans le domaine de la photographie animalière, c'est souvent 400, 800. Oui, voilà, mais c'est très lourd à transporter. Parce que moi, je veux avoir la caméra au point, si j'ose dire. Bien sûr. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, mais la prise de vue est assez différente de si je fais la street, la rue. Il faut que ce soit le plus petit possible, le moins visible possible. Le plus discret possible. Le plus discret possible. D'où le Leica. D'où le Leica ou le Nikon qui n'est pas. Nikon, quel modèle? Le Alpha. D'accord. Non, ça c'est Sony. Sony. Oui, le Nikon, c'était le 900 et quelques, mais je l'ai changé maintenant. Bon, très bien. Et par contre, il y a une chose qui est très importante pour moi dans la photographie d'envol des oiseaux, c'est que je veux pas faire et dans la rue, je ne veux pas faire de capture. Je déteste le discours de chasse photographique, de capture, le discours prédateur. C'est peut-être une approche féminine et yin sur le sujet. Pour moi, c'est de la cueillette, c'est pas de la capture. Cette conséquence, c'est que par exemple pour l'envol des oiseaux, c'est qu'un oiseau s'envole à 5 millièmes de seconde à peu près. Donc le temps que vous le voyez, que votre cerveau clique, il n'est plus là. Donc en gros, pour photographier l'envol d'un oiseau, soit vous mettez en rafale, c'est le même nom que la guerre. Soit, rafale, ça veut dire une succession d'images. Oui, en automatique. Voilà, pour avoir à peu près l'image qui va bien au milieu de la séquence. Voilà. Pourquoi pas, c'est un choix. Et moi, mon choix, c'est d'être plus de sentir, et au fil des années, j'ai appris à mieux connaître les oiseaux, et de sentir quand l'oiseau va s'envoler. D'accord. Et qu'il n'a pas encore ouvert ses ailes, mais qu'il est déjà décollé. Et ça, si vous voulez, le côté un peu de communion qu'on peut avoir avec l'oiseau à ce moment-là. Et sur la street rue, j'ai street photographie. Street photographie, pardon. Photo de rue. J'ai un peu une éthique. Si on voit les visages, je veux l'accord des gens. Ah, c'est excellent. Parce que sinon, c'est prédateur aussi. Et alors maintenant, il y a quelque chose de fantastique. J'étais en Inde là au mois de janvier. Et il y a beaucoup de photos que je ne prends pas à cause de ça, par respect. Et là, il s'est passé autre chose. C'est que maintenant que tout le monde, dans le monde entier, même dans le village plus reculé d'Inde, la plupart des gens ont un téléphone. C'est eux qui me demandaient à me prendre en photo. Ah, fabuleux. C'est comme je suis blonde bouclée, les yeux clairs bizarres. Et après, ils me demandaient un selfie. D'accord. Et après, je leur demandais si je pouvais les prendre en photo. Et là, je sortais mon appareil photo. D'accord. Et c'était merveilleux parce que là, les gens, enfants ou adultes, sont en confiance. Sans confiance, mais devenaient graves parce qu'ils disaient « Ah, je mérite d'être pris en photo ». Et ça changeait le rapport, ça recrée une relation égalitaire. Donc maintenant, je peux faire beaucoup plus de portraits qu'avant. Soit c'est une scène, mais les visages ne sont pas très importants, c'est la scène qui est importante, soit c'est l'individu, il faut son accord. Si vous me permettez cette expression, vous donnez de la valeur émotionnelle à l'instant en fait. J'adore cette phrase, oui. Voilà, donc en clair, oui, c'est un petit peu... Mais c'est tout à votre honneur parce qu'évidemment, plein de gens consomment la photographie comme des voyeurs. J'ai vu des gens qui donnent de l'argent pour prendre en photo des gens, en mettant un fond derrière, des gens pauvres. Moi, ça me fait vomir. Je suis tellement concerné par ce que vous dites, effectivement, mais c'est très salutaire, votre message, et je vous en félicite parce que, évidemment, tous les photographes devraient agir comme ça. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas et c'est de moins en moins le cas. Alors, Muriel, en fait, j'ai l'impression que vous êtes aussi passionnée que moi, donc on pourrait en parler pendant des heures.
Et donc, alors, on va essayer de resituer un petit peu les choses. Donc là, on vous a accompagné sur une prise de vue, sur une série de prises de vue. Donc là-dessus, évidemment, vous ramenez tout ça devant votre ordinateur, vous faites votre editing, et là, en fait, vous commencez le narratif de vos émotions qui donne lieu à ces magnifiques expositions. Est-ce que vous retouchez beaucoup votre travail? Pas beaucoup. J'adore le cadrage. Vous êtes autonome à ce niveau, c'est vous qui le faites? Oui, c'est moi qui le fais. D'accord. J'adore le cadrage, parce que c'est la photo, c'est cadrage de lumière en gros. Hein, évidemment. Je fais vite. Oui, mais c'est vrai. Et j'adore le cadrage, donc j'aime bien le réussir du premier coup. Je ne vous dis pas que pour un oiseau en vol, je ne vais pas recadrer un peu. Bon, là, ça serait malhonnête de ne pas le dire. Mais je recadre assez peu. Et je joue je pense qu'il y a une photo sur 5 où je fais une petite touche sur la lumière, mais je fais les fonctionnalités simples de Lightroom. Hein. Je ne fais pas des gros retravails. Ça évoluera peut-être avec le temps, vous verrez tout ça. J'ai commencé à faire quelques photos plus graphiques. Alors là, prendre la photo comme matière première et l'utiliser comme un support graphique. Il y en a quelques-unes dans le livre. Voilà. Et là, évidemment, il y a du travail graphique. Muriel, on se rencontre à une étape de votre vie où finalement tout ça est c'est un peu le commencement d'une très belle aventure. En off, avant qu'on démarre cette interview, je me suis permis de vous dire que je trouvais que votre narratif visuel était très cinématographique. Quelque chose me dit, peut-être mon petit doigt, qu'un jour ça arrivera pour vous, et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Comment est-ce que nos auditeurs pourraient vous croiser? On va mettre tous ces liens, mais est-ce que vous allez donc étoffer un site où on peut aller voir, consommer votre travail, l'apprécier, ou vous avez un site dédié? Alors, j'ai un site dédié. D'accord. J'ai un site général qui s'ouvre aujourd'hui d'ailleurs sur l'ensemble de mes activités, et un site dédié à la photographie où on peut voir un peu plus d'œuvres. Et puis n'hésitez pas à feuilleter. Je pense que la meilleure manière de le découvrir, c'est quand même le livre qui sort, parce qu'avec les éditions Skera, on a fait une monographie de 150 photos. Donc ce livre est absolument superbe. Sur les 6 thèmes, mes 6 fils rouges qui se croisent. Donc, je veux dire, tous les thèmes sont abordés. Les 150 photos ne sont pas sur le site. Voilà. Tout à fait. Mais sur le site, il y a ma philosophie, il y a un certain nombre de photos. Et puis de voir les expositions aussi. Bien sûr. Mais je pense que le livre, c'est la découverte la plus complète aujourd'hui. Bon. Une question un peu plus d'ordre philosophique, en fait. Qu'est-ce que finalement, cette démarche photographique, qu'est-ce qu'elle dit de vous? D'abord, elle me réjouit infiniment. Donc c'est qu'elle est juste. Et pour moi, je suis plus connue dans certains domaines comme une leader d'action, de transformation, que je suis aussi. Mais je crois que ça dit de moi, comme pour chacun, qu'on n'est pas une seule chose dans la vie. Et moi, je m'autorise à être aussi cette personne plus contemplative. C'est aussi, j'essaie de faire c'est de la poésie pour moi, la photo aussi. Et cette partie-là, elle est très profonde pour moi. C'est peut-être le soubassement, l'équilibre de tout le reste. Donc c'est plutôt une invitation à chacun, si vous pouvez, n'enfouissez pas vos rêves d'enfant. Révélez-les. Un jour, révélez-les. En fait, il y a aussi une forme d'introspection pour finalement explorer dans votre propre personne des choses qui pour l'instant étaient un petit peu en sommeil. Vous savez, le travail du livre, pour choisir 150 photos, en rebalayant les photos de 20 ans. Ça représente énormément. C'est-à-dire des milliers de photos. C'est un travail d'introspection à la fin. Une fois que vous éliminez les photos qui ont moins d'intérêt, le reste, c'est un voyage intérieur. D'accord. Bien sûr, enfin là, pour le coup, vraiment, c'est une vraie rencontre et merci pour ça, Muriel. Merci beaucoup, David. Il y a une tradition à la radio du cinéma, parce que nous ne perdons pas de vue, évidemment, le milieu du cinéma, et quelque chose me dit un jour, Muriel, que vous serez encore pas loin, encore plus près du milieu du cinéma. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vais vous demander... Parce que pour moi, écrire des photos, si je veux dire, c'est raconter des histoires. Bien sûr. Le narratif, le fameux narratif. Je vais vous demander de me citer votre film préféré, en étayant un peu le propos, et je vous sais capable de ça. Je vais vous demander également de me donner votre musique de film préféré. Et pour terminer, en fait, votre réplique de film préféré. Alors, vous avez 2-3 marches devant vous, on va monter sur scène et la scène vous appartient. Merci. Alors mon
film préféré, ou en tout cas un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai revu je ne sais pas combien de fois, ce qui est quand même un Alors, c'est votre préféré? C'est La source des femmes, D'accord. de Radu Michailescu, D'accord. qui est un film complètement poétique, mais qui parle de la libération des femmes, à voir et à revoir, qui reste d'une actualité totale. D'accord. La musique? La musique, alors moi, si j'avais choisi dans les cinémas d'animation, j'aurais choisi Miyazaki sans hésiter. J'adore tout Miyazaki. L'œuvre, le bonhomme, tout. Et en plus, j'adore le Japon, qui est une source d'inspiration pour moi. Et donc, je prendrais la musique du Vent se lève. Qui est sublime. Sublime. Absolument sublime. Et alors la réplique, oui. Tiens, on n'est pas loin du Japon, rebelote. Moi, c'est dans Alain Resnais, Hiroshima, mon amour, dont film d'Alain Resnais, mais dont le scénario écrit par Marguerite Duras, excusez du peu. Et il y a une réplique merveilleuse qui dit « Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour ?» Je te rencontre, je me souviens de toi. Qui es-tu? Tu me tues, tu me fais du bien. Comment me serais-je douté que cette ville était faite à la taille de l'amour? Comment me serais-je douté que tu étais fait à la taille de mon corps même? Tu me plais. Quel événement. Tu me plais. Quelle lenteur tout à coup. Quelle douceur. Tu ne peux pas savoir. Tu me tues. Tu me fais du bien. Tu me fais du bien. J'ai le temps, je t'en prie, dévore-moi, déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi, dans cette ville et dans cette nuit, pareil aux autres au point de s'y méprendre? Il faut préciser que dans le cadre de la réalisation de ce livre, qui est votre premier livre, en fait, vous avez eu le privilège d'avoir la préface d'un photographe, mais humaniste comme personne. Je veux parler d'un photographe qui s'appelle Reza. Reza qui fait, je crois, partie désormais de vos relations. Et ça, en fait, c'est quand même un immense honneur. Vous pouvez peut-être juste en parler quelques minutes. Et je crois que son épouse, donc Rachel Degatti, a également participé au projet de livre. Reza, c'est une inspiration, c'est un ami, c'est un photographe humaniste. Et il m'a fait l'immense plaisir et honneur, avec Rachel Degatti, son épouse, qui est auteure, d'écrire à quatre mains l'introduction de ce livre, avec son regard sur mon regard. Et ça me touche d'autant plus que c'est un de ceux qui, au moment où je doutais d'avancer en photographie, m'a encouragée en me disant tu as un œil de photographe, vas-y. Et c'est énorme quand vous êtes en train de vous interroger, d'avoir ce regard-là. Donc merci à Reza et à Rachel. Écoutez, c'est un joli témoignage, puis j'imagine que ça a dû être une sorte de cachet de vitamine C taille XXL, parce que ça doit booster vraiment très fortement quand on connaît le travail de ce photographe. C'est très honorifique pour vous d'avoir eu cette consécration de sa part. Et avec Reza, on partage beaucoup de visions communes sur le rôle de l'art dans la société et sur les combats pour la paix, pour l'égalité, pour la justice. Moi, je suis très engagée, par exemple, dans la justice pour les femmes, la liberté des femmes. Il a, avec Rachel d'ailleurs, créé une fondation pour les femmes iraniennes et afghanes il y a 20 ans pour leur apprendre tous les métiers d'art, et notamment la photographie, le cinéma, le journalisme. Enfin, voilà, on partage beaucoup de choses. Je voudrais aussi remercier Maria Cristina Amado, qui a fait la préface et qui est une formidable commissaire d'exposition et metteur en scène et plasticienne italienne, un peu moins connue en France, mais qui a un joli regard aussi. Donc voilà, j'ai des bonnes fées autour de moi. Vous êtes bien entourée. J'ai des bonnes fées.